Ça y est, ce coup-ci c'est la bonne. Vous êtes déterminé à créer votre startup? Bah écoutez, ça tombe très bien parce que dans cette vidéo, on va voir 13 étapes pour créer et piloter une startup. Alors 13, pour les plus superstitieux d'entre nous, ça peut ne pas être terrible. Mais dites-vous bien que j'ai mis plein, mais alors plein de bonus dans cette vidéo. Donc ça fait quand même beaucoup plus que 13 étapes. Et si vous pensez que 13 ça porte chance, ben comptez-en 13 alors. Quoi qu'il en soit, je vous donne le manuel tout de suite après le jingle. Il est par là. Jingle! Startup, c'est chaud! Peut-être que pour du pilotage de startup, j'aurais dû dire vroom 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 vroom. Enfin bon, la vie d'entrepreneur est riche, très riche d'émotions et d'expériences. Elle est aussi riche en étapes indispensables pour créer et piloter une startup. Dans cette vidéo, nous allons voir 13 étapes pour lesquelles je vais vous donner des trucs et des astuces. Et l'étape numéro 1, parce qu'il en faut une, c'est trouver une idée de startup. Parce que pas d'idée de startup, pas de startup. Une startup est une jeune entreprise qui met sur le marché un produit innovant qui est à la fois scalable, c'est-à-dire que quand on monte à l'échelle, quand on en crée plus, quand on en vend plus, ça donne des réductions d'échelle dans les coûts de production ou de service, et industrialisable, c'est-à-dire qu'on peut automatiser sa production, que ce soit encore une fois des produits ou des services. Mais qu'est-ce qu'un produit ou un service innovant? D'après Wikipédia, dans le domaine économique, l'innovation se traduit par la conception d'un nouveau produit, service, processus de fabrication ou d'organisation pouvant être directement implémenté dans l'appareil productif et répondant aux besoins du consommateur. Elle se distingue ainsi de l'invention ou de la découverte par le fait qu'elle puisse être immédiatement mise en œuvre par les entreprises dans le but d'obtenir un avantage compétitif. L'innovation est donc différente de l'invention. Là où l'invention est la concrétisation d'une idée créative, l'innovation est la mise sur le marché avec succès d'un produit ou d'un service. Comme c'est un peu compliqué à l'oral, on va profiter de la vidéo pour l'illustrer. Denis Papin est un physicien, mathématicien et inventeur français du XVe siècle, pas tout jeune le gars, connu notamment pour ses travaux sur la machine à vapeur, sur le vide et sur la compression. Et pour inventer, il invente. Machine à lever l'eau, machine à transporter au loin la force des rivières, premier cylindre à piston à vapeur, l'ancêtre des pistons dans les voitures, sous-marin, bon là c'est son premier prototype, mais ça permet déjà d'aller sous l'eau. Une de ses premières inventions en 1679 est le digesteur qui est, je cite, la manière d'amollir les eaux et de faire cuire toutes sortes de viandes en fort peu de temps et à fort peu de frais. En gros, l'idée, c'est de faire chauffer dans un cylindre hermétiquement fermé de l'eau avec des éléments et de le mettre sous pression. Alors, nous, maintenant, on connaît tout ça, cet instrument dans nos cuisines, sous le nom d'autocuiseur ou de cocotte minute. La différence entre l'autocuiseur, l'invention, et la super cocotte, l'innovation, c'est que l'un a été inventé et que l'autre a été un succès commercial. Invention, innovation. Et dans ce cas précis, il aura fallu 300 ans entre le moment de l'invention et le moment de l'innovation. J'invente sous Louis XIV et je vends sous la 4e République. Ça, c'est René Coty, élu président de la République sous la 4e République. C'est aussi le président d'OSS 117. C'est juste pour recadrer. Bon, alors rassurez-vous, c'est pas toujours aussi long pour faire d'une invention une innovation. D'ailleurs, une innovation n'est pas forcément un produit. Les innovations peuvent aussi être des innovations de procédés, comme le modèle low cost qui supprime le superflu pour ne conserver que le nécessaire, des innovations de commercialisation comme Red Bull qui a fait de sa boisson survitaminée la boisson des sports extrêmes, des innovations d'organisation comme le Fordisme avec la division horizontale et verticale du travail, la standardisation, l'augmentation des salaires. Pour maintenir des ouvriers sur une chaîne de montage, il faut bien leur donner une motivation. Donc une startup repose sur une innovation. Et cette innovation doit être adoptée par le marché, sinon ça reste qu'une invention, comme on vient de le voir avec le digesteur de Denis Papin. Pour trouver des idées de startup, vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo « Comment trouver des startups » tout simplement, que je vous mets un lien donc dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger ma formation « Trouver des idées de startup » avec 7 méthodes différentes. Je vous mets également un lien dans la description de cette vidéo. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant qu'on a trouvé une idée, il va peut-être falloir faire une étude de marché. Non? Faire une étude de marché, ça veut dire que vous allez interroger le marché pour savoir s'il est intéressé par votre produit ou votre service et sous quelle forme. La première chose à faire, c'est donc de trouver un segment de marché qui correspond à votre produit ou votre service. Un segment de marché est un sous-groupe du marché qui est constitué d'un groupe homogène d'entreprises ou de personnes
qui ont les mêmes besoins, sont sensibles à la même communication, qui acceptent de payer le même niveau de prix et peut être approchés et servis par le même canal de communication et de distribution. On va prendre pour exemple la cocotte Minute Seb. Celle-ci est faite pour les ménagères de moins de 50 ans qui vont être sensibles à des arguments tels que prendre mieux soin d'elles dans un monde qui se modernise, qui ont besoin de faire des repas rapidement pour gagner du temps et en avoir plus pour elles, qui peuvent payer le même prix pour la cocotte minute et qui sont approchables par certains journaux, certaines émissions de radio et de télévision. Une fois le segment de marché trouvé, il va pouvoir être interrogé pour définir les attributs du produit ou du service idéal, le principal concurrent qu'il faudra d'ailleurs analyser pour pouvoir se positionner par rapport à lui. On va pouvoir aussi définir le prix de notre produit ou de notre service. Et enfin, on va pouvoir analyser le paysage. Aujourd'hui, il existe d'autres méthodes pour faire des études de marché. On peut par exemple mesurer l'attraction d'un produit rapidement en essayant de le vendre à un segment de marché, voire de le prévendre. C'est une technique qui s'est pas mal développée ces dernières années. L'idée est d'essayer de vendre par du crowdfunding ou d'autres moyens une idée du produit avant de faire l'effort de le développer et de créer une entreprise. Ça donne un retour direct sur l'intérêt du marché. Si ça se prévend, alors on a un peu de cash pour le développer et le produire. Et si ça ne se prévend pas, alors on peut tenter autre chose sans avoir à fournir l'effort de développement et de production. C'est la méthode que j'utilise le plus maintenant avec les startups que j'accompagne ou que j'ai créées. Par exemple, EFI. Donc dans l'exemple d'EFI, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire un PowerPoint que je suis allé vendre à des clients potentiels jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise « Bingo !» et qui se mette à financer les premiers développements pour voir. Et si on parlait maintenant du business model ? Le business model, qu'est-ce que c'est ? Regardons Wikipédia. Le modèle d'entreprise, modèle d'affaires ou business model est la représentation systémique et synthétique de l'origine de la valeur ajoutée d'une entreprise et de son partage entre les différentes parties prenantes, sur une période et pour un domaine d'activité clairement identifié. Maintenant, tout devient clair, non ? Non ? Vraiment pas ? Ne vous inquiétez pas, moi non plus, j'ai toujours un petit peu de mal avec le business model. Heureusement, il existe des outils pour construire son business model. Par exemple, le plus utilisé actuellement est le Business Model Canva. Voici sa présentation. Au centre, on trouve la proposition de valeur, en gros ce que nous apportons comme valeur au client. Dans le cas de la super cocotte de Seb, ça va être une cuisson rapide, une conservation des aliments, une conservation des vitamines, du temps pour la ménagère, la modernité et le luxe. Ensuite, on trouve les activités clés. Comment transformer de l'acier en cocotte minute, les méthodes de travail des matières. On a également les ressources clés. Par exemple, dans le cas de Seb, ça va être sa marque, ses brevets, les équipes de commerciaux, les canaux de distribution dans le petit électroménager, les ingénieurs, les designers, etc. On a les partenaires clés. Par exemple, on a les fournisseurs de matières premières qu'on doit absolument sécuriser. Et puis aussi les banques qui doivent faire confiance à Seb, qui existe depuis un certain temps, et qui vont permettre de couvrir des besoins d'investissement. Il y a les relations avec les clients. Dans ce cas-là, c'est du B2B2C. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Seb ne va pas vendre ses cocottes minutes directement à la ménagère, mais qui va vendre ses cocottes minutes à des magasins qui vont ensuite la vendre au consommateur final, notre ménagère. Les relations avec le client se font aussi via la publicité radio, les journaux, les affichages 4x3, et puis Seb bénéficie d'une armée de commerciaux, évidemment. Et ensuite, les canaux de distribution vers les magasins qui vont vendre les cocottes minutes. Ça va être dans les salons professionnels, ça va être par du phoning, des appels aux clients. Ça va être des visites sur site, des livraisons se font en camion, d'ailleurs une flotte de camions, et il y a certainement plein d'optimisations à faire là-dedans. Il y a la segmentation du client, ça on en a déjà parlé. Dans ce cas-là, on est dans du B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend à des grands magasins et à des quincailleries qui ensuite vont vendre à notre consommateur final. Et on va créer de la valeur pour le consommateur final, la ménagère, qui vient donc acheter dans les magasins. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les coûts, notamment l'achat des matières premières, les investissements, donc la conception, les brevets qui sont déposés, tout ce qui est transformation, usine, main-d'œuvre, la commercialisation, les livraisons. Là, on peut faire des économies d'échelle. Il y a également toutes les sources de revenus, donc c'est des ventes de biens, donc de cocottes minutes en l'occurrence. Comment est-ce que c'est vendu ? Est-ce que c'est des ventes sèches ? Est-ce que c'est des ventes en plusieurs fois ? Ça peut aussi même être des ventes en avance. Et il y a aussi les négociations sur les volumes qui sont possibles. Alors personnellement, je n'utilise pas trop le business model Canva. J'ai l'impression de prendre un bazooka pour flinguer une petite mouche. Je me concentre plutôt sur le modèle de revenu. Qui paye ? Il y a l'acheteur technique, la ménagère,
Il y a l'acheteur financier, le mari, je vous rappelle, on est dans les années 50-60, hein, qui prescrit. Ça va être les amis de madame, peut-être des influenceurs dans les journaux. Et combien est-ce qu'ils payent? Alors ça, le prix, on le détermine évidemment avec l'étude de marché. Comment ils payent? Est-ce que c'est cash? Est-ce que ça va être via du leasing, via de la location, via des préventes? Est-ce que je vais vendre aussi des mises à jour, des nouvelles options, de la maintenance, etc., etc. Maintenant que nous avons vu toutes ces informations, nous allons pouvoir passer à la partie financière, les tableaux Excel. Je vois certains d'entre vous qui commencent déjà à transpirer. Pas de stress, il y a des astuces. Pour le BP sous Excel, il y a 4 tableaux financiers qui sont généralement utilisés. Les comptes de résultats, le bilan, le tableau de financement et la trésorerie, au mois le mois. Et ceci sur 3 à 5 ans. Ça nous permet de nous projeter dans le futur. J'ai appris à aimer cette partie-là parce qu'elle nous pousse à réfléchir à tous les détails de notre projet. Un peu comme le Business Model Canva, mais avec des chiffres. La partie compte de résultat montre les produits et les charges. En gros, ce qui rentre et ce qui sort en cash dans l'année. Du coup, il montre les performances de l'entreprise. Il montre la rentabilité de l'entreprise, et ça c'est good pour les banques et les investisseurs. Ce qui est moins good, c'est qu'il montre aussi au fisc ce qu'il va pouvoir vous prélever. Mais bon. Le bilan comptable, lui, va montrer le patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle possède. Ça peut être des créances, des biens, des stocks, des brevets. Il montre aussi toutes les dettes et les emprunts. Le tableau de financement, lui, montre comment on va financer les dépenses, notamment d'investissement, avec des augmentations de capital, des subventions, des aides, des emprunts, et comment on rembourse ces derniers. Le plan de trésorerie va montrer au mois le mois ce qui rentre et ce qui sort de notre caisse, et donc ce qui reste à la fin du mois. Il permet de voir si la dynamique financière de l'entreprise s'envole ou si, au contraire, elle s'approche du crash. Si vous n'êtes pas des financiers, il y a des outils qui permettent de faciliter le travail, parce que sinon, il faut faire appel à son comptable, hein, c'est hyper compliqué. Il y a plein de choses à ne pas oublier. Donc, parmi ces outils, il y a Physi, qui est un tableau Excel gratuit que vous pouvez utiliser pour construire vos tableaux. Il est mis à disposition par le réseau Entreprendre, qui fait des prêts d'honneur d'ailleurs. Moi, ce que j'utilise, c'est Careplan, qui est aussi commercialisé sous d'autres noms. Il a été développé par un professeur d'HEC, Étienne Krieger. Il est payant, mais pas très cher. Je crois que c'est 20 ou 30 euros. Les deux tableaux ont une approche un peu différente. L'un se remplit par le plan de trésorerie, l'autre par le compte de résultat. Maintenant, on approche d'une partie que je trouve plutôt fun. Le pitch, ou comment présenter son entreprise. Une fois que les tableaux Excel du business plan sont remplis, il va falloir les présenter. Quand vous rencontrez un investisseur, vous n'allez pas lui glisser vos tableaux Excel en disant « Bonjour, voici mes tableaux Excel, au revoir ». Non, ça ne marche pas comme ça, il va falloir peut-être un peu emballer l'ensemble. Il y a des pitchs de différentes longueurs pour différentes occasions. Il y a l'elevator pitch de moins d'une minute, c'est du concentré qui doit permettre d'expliquer à une rencontre fortuite votre solution, ce qui la différencie des solutions existantes et les segments de marché auxquels vous vous adressez. Il y a le pitch de 3 minutes, c'est plutôt dans le cadre de concours. En général, vous avez 3 slides maximum, peut-être 4. Il y a le pitch de 5 minutes que vous devez présenter généralement devant des jurys et qui doit contenir tous les éléments essentiels, à savoir le problème, la solution, l'équipe, la propriété intellectuelle, le modèle de vente, les investissements, les retours sur investissement. Enfin, il y a les pitchs de 10 minutes et plus qui se font devant les investisseurs et qui doivent contenir toute l'information nécessaire pour convaincre. Quelle que soit la durée du pitch, il doit retenir l'attention de vos interlocuteurs. Il doit être percutant, il doit être compréhensible par le plus grand nombre et vous devez adapter le niveau de technicité de votre langage en fonction de votre audience. Il vous faudra lever les foules. Et si on parlait de propriété intellectuelle, c'est vrai, quand on innove, il y a quelque chose de nouveau, d'inventif qu'il faut peut-être essayer de protéger, non? La propriété intellectuelle recouvre plusieurs domaines. Les inventions, les bases de données, les logiciels, les dessins, des modèles, des noms de domaine, des appellations d'origine, des droits d'auteur, des marques. Il est bon de montrer, selon votre modèle de vente, comment vous la protégez ou comment vous la diffusez si vous êtes dans un modèle open source. Il existe de nombreux types de protection pour les innovations. Les brevets couvrent par exemple les inventions. Ils donnent généralement un avantage compétitif par rapport à vos concurrents qui n'ont pas le droit d'utiliser votre invention sur le territoire où vous l'avez protégée. Les brevets donnent aussi la possibilité de vendre des licences d'exploitation aux entreprises que vous aurez choisies et permettent donc de décider qui peut l'exploiter et dans quel pays.
pour quel domaine d'exploitation et pour quel versement de royalties. Eh ouais, ça rapporte du cash. Les bases de données sont, elles, de plus en plus fréquentes, notamment avec l'avènement des intelligences artificielles. Elles sont alors nécessaires pour aider à l'apprentissage des intelligences artificielles qui apprennent donc avec les différents cas présents dans la base de données, que ce soit des images, des sons, des textes ou d'autres types d'informations. Les bases de données sont protégées par le droit d'auteur, comme les romans, pour ce qui est de leur structure. Elles peuvent être aussi protégées par le droit des producteurs de bases de données pour le contenu, et notamment si ce dernier vous a coûté une somme substantielle pour la produire. Le code des logiciels peut être protégé par le droit d'auteur. Ce qui est protégé, c'est le code, comme si vous aviez écrit un roman. Cela n'empêchera pas un concurrent de refaire un logiciel similaire, mais il ne pourra pas copier-coller votre code. Les droits d'auteur peuvent aussi protéger les œuvres littéraires, notamment les créations graphiques, sonores ou audiovisuelles et plastiques, les créations musicales, et aussi les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc., etc. Les dessins et modèles ont droit à une protection spécifique. Elle permet de protéger l'apparence d'un produit, d'une partie de produit, avec notamment ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Cette protection donc peut couvrir le design d'un objet. Les marques et les logos peuvent être protégés par dépôt auprès de l'INPI. Cela peut éviter qu'un concurrent mal intentionné utilise votre marque ou quelque chose qui y ressemble pour leurrer la clientèle. Les marques concernent aussi bien les noms d'entreprise que les noms de produits. Les indications géographiques et les appellations d'origine sont des signes utilisés sur des produits provenant d'une zone géographique déterminée qui possède des qualités, une renommée, des caractéristiques dues essentiellement à leur lieu d'origine. Par exemple, du Roquefort et du Saint-Émilion. Bon, avec ça, on fait un bon repas d'origine contrôlée. Il existe aussi le secret des affaires. Le secret des affaires, ce sont les droits de propriété intellectuelle portant sur des renseignements confidentiels, pouvant être vendus ou faire l'objet de licences. On peut les protéger par ce qu'on appelle les contrats de confidentialité, ou NDA en anglais. La protection par le secret est aussi une défense. Un produit comme Coca-Cola, par exemple, est protégé comme cela depuis des décennies. La recette est strictement protégée dans un coffre et peu de gens connaissent l'ensemble des ingrédients et la préparation qui permet de réaliser le Coca-Cola. Coca-Cola arrive même à en obtenir des revenus avec des touristes venant visiter les installations où est enfermée la recette. Enfin, il est aussi possible de protéger son innovation en mixant différents types de protection, comme par exemple le brevet et le secret. En effet, lors du dépôt d'un brevet, la recette est détaillée dans un document qui est rendu public. Ce que font généralement les bons juristes qui rédigent les brevets, c'est qu'ils dévoilent le procédé dans le brevet, donc la recette, mais ils n'indiquent pas les derniers réglages qui permettent d'obtenir les résultats de la solution telle que vous l'utilisez. Bon, avec tout ça, nous, on n'a toujours pas créé notre société. On y va ? Le moment de la création d'une société, c'est toujours un moment émouvant et attendu. C'est la concrétisation administrative, quelque part, de votre projet. Ça m'en donne la larme à l'œil. Il existe de nombreuses formes de sociétés. SARL, EURL, SAS, SASU, SA, pour les plus connus. Puis il y en a d'autres encore, les coopératives, les SCI, les SCP, les SELARL, les SNC, les EIRL, etc., etc. La forme la plus souple pour les startups et la plus communément utilisée est la société anonyme simplifiée, ou SAS. Elle n'oblige pas à avoir un minimum de capital pour la création, même si, pour le sérieux de la chose, il vaut mieux mettre quelques milliers d'euros dans le capital social au moment où vous créez votre SAS, plutôt qu'un euro symbolique. Elle peut ne contenir qu'un seul actionnaire, on parle alors de SASU, et il est possible de rédiger des statuts et de les adapter à sa guise. Il est aussi possible de créer plusieurs catégories d'actions avec des droits différents. C'est ce qui est souvent demandé par les investisseurs. En fait, c'est tellement souple qu'on peut établir les règles qu'on veut. Bon, dans le respect de la loi évidemment. Moi, je vous conseille quand même de vous faire accompagner par un avocat. Vous lui direz exactement ce que vous voulez faire et lui va le traduire à la fois en statut, mais aussi en pacte d'actionnaires. Qu'est-ce que c'est le pacte d'actionnaires ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout ne se met pas dans les statuts de l'entreprise. Il y a certaines choses que vous pouvez garder un petit peu off de la vue de tout le monde. Il est possible de créer un contrat entre les actionnaires. Ce contrat évite notamment de rédiger en clair les arrangements que vous aurez passés entre associés. En effet, il faut se rappeler que les statuts sont accessibles par tous sur Internet et vous n'avez pas forcément envie de montrer à tout le monde les arrangements que vous avez passés entre vous.
Le pacte d'actionnaires est notamment très intéressant à la création de l'entreprise quand il y a plusieurs associés. En fait, il va vous permettre de définir les conditions de sortie si jamais vous ne vous entendez plus ou si l'un d'entre vous a envie de quitter le navire. On ne pense jamais au pire à la création d'entreprise parce qu'on est en pleine euphorie, on est gavé d'endorphines, d'adrénaline et que voilà, c'est pas le moment de penser à un truc pourri quoi. Mais avec le temps, les choses peuvent évoluer. Il est plus simple et agréable de définir les règles du jeu à l'avance et donc les conditions de sortie que de se trouver à discuter par avocat interposé entre futurs ex-associés. Vous allez donc pouvoir intégrer dans le pacte d'associés la manière dont un ou des associés sortent de l'entreprise, avec éventuellement le prix des actions qui seront rachetées par les associés qui restent, et l'obligation ou non de céder des parts. Le pacte d'actionnaires est tout aussi important lorsque des investisseurs rentrent dans votre entreprise. Ils vous demanderont très certainement d'en mettre un en place afin de définir les conditions dans lesquelles ils sortiront. En effet, les investisseurs sont par définition des personnes ou des entreprises qui sont là pour un temps donné et qui voudront récupérer le capital qu'ils ont investi dans votre entreprise avec des plus-values, évidemment. De la même manière que vous aurez fait appel à un avocat pour créer le statut de votre entreprise, notamment si c'est une SAS, faites appel à un avocat pour rédiger le contrat qui est passé entre les associés, le pacte d'associés. Création de la société, Roger. Pacte d'actionnaires, Roger. Bon, maintenant, il va falloir penser à mettre de l'essence dans le réservoir parce qu'on n'est pas une société financée par des philanthropes. Hein. Allez, on voit comment on fait de l'argent. Les meilleures sources de financement d'une start-up, ce sont les ventes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une start-up, ça reste une société. Et si vous faites des ventes, ça veut dire qu'il y a une traction du marché. Le marché est intéressé par votre produit. Et à partir du moment où vous obtenez des ventes et que vous montrez qu'il y a un intérêt du marché, là, vous allez obtenir des subventions encore plus facilement. Là, vous allez obtenir des aides aussi. Et là, vous allez attirer l'attention des investisseurs avec des prix beaucoup plus élevés pour votre startup. Il y a plusieurs types de ventes. Il y a le B2C, le B2B, le B2B2C, et encore, on peut en imaginer plein d'autres. Le B2C, c'est la vente que vous allez faire de votre entreprise, B, business, vers le consommateur, C. C'est une vente directe. Par exemple, tout simplement, une boulangerie va vous permettre de faire des ventes B2C. Le boulanger, la société, va vendre du pain, des croissants au consommateur final. Le B2B, c'est les ventes qui se font entre entreprises. Par exemple, si je vends un logiciel professionnel de comptabilité à une entreprise, ça, ce sera du B2B. Le B2B2C, c'est par exemple Seb qui va vendre à la ménagère sa super cocotte en passant par un magasin. Je vends donc une super cocotte qui est prévue pour le consommateur final, la ménagère, mais pour ça, je suis obligé de passer par un intermédiaire qui est le magasin, comme Darty ou comme la quincaillerie du coin. Quand je crée une startup, j'essaie de vendre le plus tôt possible. En fait, en général, je crée même la startup pour pouvoir faire mes premières ventes. C'est-à-dire que j'ai déjà des contrats qui sont prêts à signer au moment où je crée la startup. Pourquoi ? Tout simplement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que ça montre l'intérêt du marché pour votre produit. Et donc, la traction. Et avec cette traction, vous allez pouvoir soulever plus d'argent en subvention, en aide, voire auprès d'investisseurs. Alors, c'est pas toujours facile de commencer à vendre tout de suite. Surtout si le produit met un temps à être développé, ou le service d'ailleurs, c'est la même chose. Quand on n'a pas encore de service ou de produit à vendre, j'ai un truc. J'en ai même plusieurs. J'ai mis tout ça dans la stratégie du cafard. C'est une stratégie qui permet de développer des startups à la fois solides et qui fassent des bénéfices tout de suite. Pourquoi il est important de faire des bénéfices tout de suite ? Parce que, encore une fois, vous allez montrer une traction énorme sur tout un tas d'organismes et d'investisseurs. Donc, vous pouvez accéder à la formation de la stratégie du cafard en suivant le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, c'est pas mal. Le financement de l'entreprise est essentiel pour faire avancer le schmilblick. Vous avez beau avoir un bolide, s'il n'y a pas d'essence dans le réservoir, vous n'allez pas avancer beaucoup. En ce qui concerne les financements, il y a évidemment la commercialisation, mais il y a aussi les financements non dilutifs. Et les financements dilutifs, ce sont des financements qui ne vont pas agir sur votre capital social. Ils ne vont pas réduire vos parts en fait. Pour commencer, il y a les subventions. Ce sont des financements que vous n'aurez pas à rembourser, ce qui est toujours agréable. Ce sont des financements qui proviennent soit de concours, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux, ou de structures comme BPI France. BPI France, c'est un levier de l'État qui permet d'investir dans l'avenir grâce aux startups. Il y a ensuite les prêts d'honneur. Ce sont des prêts qui sont effectués auprès des associés et non pas de l'entreprise, afin que les associés puissent augmenter le capital social de l'entreprise
ou mettre l'argent en compte courant d'associé. En gros, ça permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise de manière à ce que l'on puisse obtenir plus de subventions et plus d'aides. Ensuite, il y a les avances remboursables, qui, comme leur nom l'indique, sont de l'argent qu'il faudra rembourser. C'est un prêt, qui cette fois-ci est fait auprès de l'entreprise. Ça comprend évidemment les prêts bancaires. Il y a de nombreuses structures comme BPI France par exemple, ou des régions qui peuvent vous faire des prêts de manière à ce que vous investissiez dans le développement et la recherche pour votre entreprise ou le développement commercial. Il existe aussi des systèmes d'assurance, notamment pour la prospection commerciale, qui vous permettent d'avoir une avance financière sur les dépenses que vous allez effectuer dans votre démarche commerciale. Et ces avances sont remboursables uniquement si vous atteignez vos objectifs de vente. Vous pouvez aussi obtenir des prêts via des plateformes de crowdfunding. C'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment. Vous pourrez trouver une liste des plateformes de crowdfunding sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Pour l'ensemble des financements non dilutifs, j'ai créé une vidéo qui les répertorie de manière assez exhaustive. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et boum, encore un bonus! S'il y a des financements dits dilutifs, c'est qu'il y a aussi des financements dits non dilutifs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les financements dilutifs, ce sont des investissements qui sont faits dans votre société. En fait, on a des investisseurs qui viennent et qui achètent des parts de votre société en échange de capital. Et c'est avec ce capital que vous allez pouvoir vous développer. Il y a différents types d'investisseurs. On peut parler notamment du crowdfunding qui permet à des petits porteurs d'investir dans les startups. Il y a les business angels qui sont des individus qui vont mettre de l'argent dans votre société en échange de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a les VC ou venture capitalistes qui sont des sociétés spécialisées dans l'investissement dans les startups. Il faut savoir qu'elles-mêmes vont aller chercher des investissements auprès d'investisseurs et que cet argent, en général, est long que pour une période de 7 ans. Donc, au bout de 7 ans maximum de présence dans vos startups, elles vont devoir sortir et donc récupérer leurs billets. Avec des plus-values, évidemment. Il y a les family office. Ce sont en général des personnes ou des familles très riches, en tout cas qui ont beaucoup de capital à mettre, qui créent une société qui elle-même va investir dans les startups. Il y a les fonds d'entreprise. Cette fois-ci, ce sont des entreprises qui vont investir dans les startups, mais via une structure qu'on appelle un fonds d'entreprise. Leur idée, c'est soit de développer leur écosystème, soit de placer leur argent pour des investissements qui rapportent. Il y a les startup studios. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans la création de startups. C'est-à-dire que ce sont elles qui vont prendre les rênes de la société et qui vont la structurer. En échange de quoi, elles apportent aussi du capital. Comme vous le voyez sur ce graphique, selon le stade d'évolution de l'entreprise, que l'on soit en phase de recherche et développement, en phase de création de la société elle-même, des premières ventes ou du décollage réel, il y a différents types de financements qui sont possibles, et avec différents acteurs. Alors évidemment, ces phases ne sont pas complètement coupées les unes des autres, c'est assez poreux, mais grosso modo, ces phases représentent bien les types d'investisseurs auxquels vous pouvez faire appel à tel stade de l'entreprise. Je m'amuse à recenser sur un fichier Excel tous les investisseurs de France, en tout cas qui investissent en France. Pour le moment, j'en ai répertorié plus de 500. Vous y aurez accès directement sur mon site internet. Encore une fois, je vous mets un lien. Bonus, bonus, bonus! Et avec tout cet argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez structurer votre entreprise, non? Allez, on y va. Quand on parle de structuration d'entreprise, on parle généralement d'embauche. En effet, plus une société a d'activité, plus elle a de cash, et plus elle peut embaucher de collaborateurs. Ça donne de très beaux graphiques de hiérarchie d'entreprise. Il en existe d'ailleurs de nouveaux types d'organisations, comme l'holocratie ou les entreprises libérées, qui nous permettent d'obtenir de nouveaux types de graphiques, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les hiérarchies ne sont plus tout les mêmes. On est plus structuré sur du leadership et de l'auto-organisation que de la hiérarchie pyramidale. Vous pouvez lire à ce titre le très bon livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Je vous mettrai un lien dans les commentaires. C'est un lien sponsorisé, je vais peut-être gagner un petit peu d'argent dessus, mais vous ne m'en voudrez pas parce que vous, ça ne vous coûtera pas plus cher. Mais structurer, ce n'est pas forcément internaliser. Vous pouvez très bien externaliser vos ressources humaines, soit en prenant des freelances, soit en faisant appel à des sociétés qui vont vous mettre à disposition des employés. Vous pouvez également vous appuyer sur des fournisseurs. L'idée est de ne pas forcément avoir à embaucher, tout en ayant du personnel à disposition très rapidement et déjà formé. Ça vous permet à la fois de gagner du temps, mais aussi d'éviter de prendre des risques à vos futurs collaborateurs. Personnellement, dans ma stratégie du cafard, j'ai plutôt tendance à embaucher le plus tardivement possible, pour tout un tas de raisons. Je les explique dans la formation que vous pouvez toujours télécharger avec le lien qui est dans la descriptive de la vidéo. Alors on a parlé des investisseurs, ok, c'est bien, ils sont rentrés, mais va peut-être falloir gérer un petit peu votre interaction avec eux. Et ça, c'est quand même, il y a du boulot, quoi. On voit ça tout de suite.
Une fois que vous avez fait rentrer des investisseurs dans votre startup, eh ben, c'est comme si vous aviez de nouveaux associés. Il va falloir en prendre soin, il va falloir échanger avec eux de manière régulière, maintenir leur confiance, et leur montrer que vous travaillez bien. Et en dehors de la communication classique que vous allez avoir avec eux, par mail, par téléphone ou par d'autres supports, il y a des espaces d'échange très formels. Pour commencer, il y a les assemblées générales ordinaires qui se tiennent une fois par an et qui sont le moment pour faire à la fois le bilan de la société et présenter sa stratégie. Ce sont des rendez-vous annuels où tous les actionnaires ont un droit de vote en fonction du nombre de parts d'actions qu'ils ont. Alors parfois, il y a des actions qui ont des droits de vote un peu différents, plus ou moins, mais tout le monde vote. Vous n'êtes donc plus tout seul à décider. Il y a également les assemblées générales extraordinaires. Elles rassemblent aussi l'ensemble des actionnaires. Elles se tiennent en général de manière irrégulière, il ne peut pas du tout y en avoir dans une année, comme il peut y en avoir plusieurs. Et elles se rassemblent à l'occasion de prises de décision extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être prises pendant les assemblées générales ordinaires. Ce sont par exemple les ouvertures de capital, la vente de société, le déménagement du siège social. Enfin, il y a le conseil d'administration. Le conseil d'administration est un organisme plus resserré, où les membres sont élus par l'assemblée générale ordinaire, et qui va décider de la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire que la direction générale présente des options stratégie et que le conseil d'administration vote. Le conseil d'administration, généralement, se rassemble tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois ou une fois tous les 4 mois. Il a le pouvoir de choisir les directeurs de la start-up, ainsi que leur rémunération. C'est donc un organisme très puissant. À chaque conseil d'administration, il va falloir présenter un certain nombre d'informations, notamment le plan de trésorerie, mais aussi où nous en sommes sur le développement des nouveaux produits, le développement commercial, la stratégie. Et voilà, 13 étapes et plein de bonus. J'avais pas menti. D'ailleurs, en parlant de bonus, vous aurez accès à tous les liens qui vous y mènent dans la description de la vidéo. Que ce soit pour la stratégie du cafard, pour trouver des idées de start-up, pour avoir la liste de tous les investisseurs de France. Tout ça, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche quand vous êtes sur YouTube. Ça vous permettra d'être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos que je posterai. Et puis moi, ça me motivera pour en faire de nouvelles. Allez, bonne création d'entreprise et puis à bientôt. Ciao. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.